Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Invité du journal de l'aviation François Cornu-Gentil, vous êtes député LR de Haute-Marne, rapporteur spécial des crédits de défense. Vous avez signé il y a quelques jours dans Le Monde une tribune dans laquelle vous dites « Notre défense est dans une impasse ». Je suis inquiet parce que effectivement, on ne se pose pas les questions qui, à l'évidence, devraient se poser. On a effectivement une défense avec des militaires très compétents, c'est pas du tout ça que je mets en cause, avec des armements parfois impressionnants, donc ça c'est vrai, mais peut-être qu'on a raté un certain nombre de coches. Finalement, nos grandes décisions, nos grandes orientations en matière de défense ont été prises il y a 15-20 ans, n'ont jamais été remises en cause. Quand on regarde le monde, à la fois la guerre en Ukraine, les technologies qui évoluent, eh bien tout cela doit nous amener à interroger notre modèle, et on ne le fait pas. Ce n'est pas une question uniquement budgétaire. Oui, l'idée qui se répand actuellement, c'est que, voilà, il y a 10 ans, on a fait un peu des économies et heureusement, François Hollande puis Emmanuel Macron remettent un peu d'argent. C'est vrai, moi je ne suis pas dans un travail d'opposition systématique et oui, on a remis de l'argent à la défense, mais je prendrai un parallèle avec les années 30 du XXe siècle. Si vous remettez de l'argent dans des outils qui sont inopérants, votre argent ne sert pas à grand-chose. Donc on a un double problème, à la fois pour arriver à l'effet masse que veulent les militaires, il faut remettre de l'argent, il faut aussi se demander la pertinence de l'argent investi. Si vous remettez de l'argent dans des outils de défense du XXe siècle, vous ne préparez pas le XXIe siècle. Vous dites également qu'il faut mieux réfléchir, le problème est aussi intellectuel. Oui, il est intellectuel. On a eu sur la défense pendant 20 ans une sorte de consensus qui était très bien parce que pour les militaires, pour l'unité de la nation, qu'on ne se dispute pas comme des chiffonniers sur les sujets de défense qui sont des sujets d'intérêt national, c'est très heureux. Le problème, c'est qu'à force de ne pas se disputer, on n'a plus du tout réfléchi. Et donc, on a validé finalement des choix sans très bien réfléchir à leur pertinence. Les grands choix de nos investissements de défense, dans tous les domaines. Ils ne viennent pas en observant le monde, en observant ce dont on a besoin. C'est en fait des sortes de deals entre les armées. Chaque armée essaye d'avoir l'argent qu'elle peut obtenir, et puis entre les industriels. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a raté les drones, alors que les drones changent tout sur le plan militaire. Les drones, ça n'intéressait pas les armées, et ça n'intéressait pas les industriels français. Et pourtant, c'était utile. Voilà. Et donc, ça, c'est une erreur qu'on a commise il y a une vingtaine d'années, qu'on n'a toujours pas réussi à surmonter. Et on voit bien que avec ce qui se passe en Ukraine, avec l'émergence des missiles supersoniques, avec le satellite qui devient un enjeu de défense maintenant à l'évidence, l'armée du XXe siècle, c'est peut-être plus ça. D'une certaine façon, je voudrais qu'on se demande collectivement quelles sont nos lignes Maginot d'aujourd'hui. On peut avoir des très beaux outils, mais des très beaux outils dépassés. Mais alors pourquoi on ne s'est pas posé avant toutes ces questions ? Alors, on ne se pose pas du tout les questions, c'est vrai, un peu dans le milieu politique. Dans le milieu politique, la commission de la défense est un petit peu à part. On se les pose entre spécialistes. Mais entre spécialistes, c'est pas toujours. Regardez, les médecins, les spécialistes sont pas d'accord entre eux. Et puis, ils ont une vision un petit peu boutiquière de leurs choses. Et les spécialistes, ils ont du mal à se sortir des outils qu'ils sont habitués à gérer. Et donc, il faut, dans la défense, ramener des gens qui sont pas trop spécialistes, mais qui posent des questions de bon sens, justement, que les spécialistes ne voient pas, qui posent des questions politiques. Voilà, est-ce qu'on n'est pas en train de rater un coche ? Qui font pas seulement du contrôle, de l'évaluation. Le contrôle, l'évaluation, si on reprend l'exemple de la ligne Maginot, c'est se demander, est-ce que ça va résister ? Est-ce que le béton est assez fort ? Le diagnostic, c'est se demander, mais dans le fond, est-ce que ça sert à quelque chose ? Quels sont aujourd'hui nos grands équipements militaires, nos grands investissements, qui sont peut-être très performants sur le plan technique, mais qui sont peut-être déjà un peu obsolètes ? Cette question impertinente, je pense qu'il est vital de se la poser avant qu'il soit trop tard. On ne s'est pas posé de questions parce qu'on ne croyait plus à la guerre en réalité. C'était l'idée que les opérations militaires, notamment pour la France, c'était des opérations en coalition, des opérations plutôt en Afrique et des projections de force. Donc l'idée qu'on puisse avoir des conflits durables sur le continent européen impliquant des technologies avancées, on pensait que c'était pas possible. Donc il y avait un climat général aussi. On pensait que les relations économiques, le lien entre les uns et les autres, l'interdépendance
indépendance économique faisait sortir la guerre des radars et des possibilités. C'était une erreur. Donc ça, on est comme ça quelquefois dans la vie privée. On voit spontanément ce qui va bien, on ne veut pas voir ce qui peut poser difficulté. Donc ceux qui disaient que la guerre était un risque possible étaient un peu considérés comme des gens ringards et des mauvais coucheurs. Non, la guerre, c'est une possibilité à toute époque. Et quelles sont les réponses ? Les réponses, je ne suis pas un monsieur, je sais tout. Je crois qu'il y a en tout cas nécessité si vous ne posez pas les questions, vous restez dans le monde ancien pour résoudre des nouveaux problèmes. Ça ne peut pas marcher. Donc à continuer à ne pas se poser de questions, on fait forcément d'énormes erreurs. Il faut collectivement interroger notre outil de défense dans toutes ses dimensions. Et petit à petit, on verra les compétences, quels sont les outils qui demeurent sérieux et qu'est-ce qu'on doit être capable de remettre en cause. Vous pensez que c'est une vision à court terme parce que notre société fonctionne ainsi, parce que le monde politique fonctionne sur des échéances à court terme ? On est à la fois enfermé dans le court terme, ce qui pour la défense est une catastrophe, et puis enfermé dans les routines. Dans le court terme en matière de défense, on n'a pas besoin d'utiliser tous ces outillages, on peut se faire plaisir techniquement et ne pas voir qu'on est en train de rater des coches. C'est ce qu'on appelle, les militaires ont théorisé ça, ils appellent ça la surprise stratégique. Mais en dépit du fait qu'on affirme tout le temps que la surprise stratégique est possible, elle est même certaine, en réalité on s'y prépare jamais. Mais c'est pareil dans la vie privée, on est pris par la routine et puis on n'est jamais prêt pour les événements forts. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. C'est vrai pour la vie des entreprises aussi. Quand elles font trop facilement du bénéfice, elles ne voient pas le concurrent, les nouvelles techniques qui peuvent émerger. C'est exactement cela dans le domaine de la défense. Donc vous dites que notre défense aujourd'hui est totalement obsolète ? Totalement obsolète, le mot est excessif. Totalement obsolète, ça a l'air de dire que, vous voyez, le paradoxe, on peut avoir des outils très performants et pas adaptés à ce qu'on doit faire. Donc l'obsolescence, elle peut aller quelquefois avec la modernité. Voilà. La question est de se demander de quelle modernité on a vraiment besoin aujourd'hui. Donc c'est ce questionnement-là qu'on doit avoir sans se laisser épater par les performances techniques et en voyant, en observant ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et quelles conclusions en tirer pour nos armées. Qui peut faire bouger les lignes ? Le politique, les industriels ? Les industriels et les armées, il y a des gens évidemment super compétents dans ces domaines, mais eux, ils font ce qu'ils savent faire et ce qu'on leur demande de faire. Donc la faille, à mon avis, est plutôt du côté du politique, dont le rôle n'est pas de pérorer, mais de questionner le système. De voir si notre système tient, s'il y a des failles, si on a raté un certain nombre de tournants. Donc là-dessus, je trouve que le politique ne fait pas suffisamment son travail. C'est le travail du ministre, pas seulement de diriger le ministère, mais s'il dirige en laissant sans questionner la machine, il n'y a pas besoin de ministre finalement. Donc le ministre doit à la fois valoriser sa machine, mais la questionner. Et puis encore plus que le ministre, parce que le ministre est forcément très dépendant des outils qu'il met en œuvre. Je crois que c'est le rôle du Parlement. Fondamentalement, le rôle du Parlement, c'est pas simplement de soutenir ou pas soutenir le gouvernement. Le rôle du Parlement, c'est de poser justement les questions que les gouvernements, les industriels ont un peu de mal à poser. François Cornu-Gentil, député LR de Haute-Marne et rapporteur spécial des crédits de défense pour le podcast de l'aviation.